Les deux policiers étaient à l'avant, Steve et moi à l'arrière, et celui sur le siège passager s'est retourné. Le policier a rendu la Blue Box à Woz en lui disant « Un gars du nom de Moog l'a fait avant vous. Le synthétiseur Moog. » Tandis que Steve Wozniak et Captain Crunch jouent avec des téléphones, les grands des sociétés de Silicon Valley font des progrès remarquables dans la technologie informatique. Mais au début des années 70, les ordinateurs ne sont encore que d'énormes machines impersonnelles au service d'énormes sociétés impersonnelles. Au début, les ordinateurs étaient utilisés pour déchiffrer des codes, suivre des missiles, des applications utilisées par l'armée. C'est véritablement l'origine de l'ordinateur moderne. Puis on est passé aux grosses applications plus complexes de bases de données pour les entreprises. Les ordinateurs étaient considérés comme des objets qu'il ne fallait jamais toucher. Il ne fallait même pas être dans la même pièce qu'un ordinateur. Il fallait garder ses distances tout en ayant beaucoup de respect pour ceux qui savaient s'en servir. Mais le respect n'est pas toujours de mise. À la fin des années 60, même les ingénieurs en informatique ont une contre-culture. Ils appellent ça le bidouillage. C'est une approche radicale de l'informatique. Les objectifs pratiques passent après ce que les hackers appellent le plaisir fou de l'exploration, un sentiment familier pour les freakers. Le freaking, ça consistait à apprendre à utiliser une technologie, à la cerner, l'utiliser et la développer d'une certaine manière qui, en général, n'était pas accessible au grand public. De la même façon, le piratage informatique consiste à repousser les limites, apprendre à utiliser les ordinateurs et leur faire des choses que les gens considéraient comme infaisables. Pour se faire plaisir, les hackers doivent mettre la main sur des ordinateurs, ce qui à l'époque est plus facile à dire qu'à faire. Ma première année d'université, j'avais dit à mon père, un jour j'aurai un ordinateur Nova de 4 kilooctets. Il a répondu, Steve, c'est le prix d'une maison. J'ai dit, je vivrai en appartement, mais un jour j'aurai un ordinateur. À l'époque où les ordinateurs étaient d'énormes calculatrices dont le développement coûtait 4 milliards d'euros, l'idée d'avoir son propre ordinateur, un PC, était inconcevable. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir son propre ordinateur? C'est ridicule. C'est comme posséder sa propre bombe atomique ou quelque chose comme ça. La bombe arrive sous la forme d'une nouvelle machine, l'Altair 8800. Un article est paru dans une revue technique pour présenter l'Altair, un ordinateur en kit qu'on pouvait construire soi-même. Dans la région de la baie de San Francisco, certains étaient tellement emballés qu'ils ont décidé de former un club avant même que les pièces soient expédiées, juste pour en parler et partager les informations. Ils l'ont appelé le Homebrew Computer Club. Finalement, 30 personnes se sont retrouvées dans un garage un soir de mars 1975 pour jeter un coup d'œil à cette machine. Parmi ces personnes, Steve Wozniak. Cette grosse machine contenait un réseau qui allait finir par le fasciner encore davantage que le réseau téléphonique. On était assis dans ce garage avec la porte ouverte. Dehors, il faisait nuit et il pleuvait. Et on s'est tous mis à parler de ces ordinateurs qui arrivaient dans le monde entier. L'Altair en tant que machine était un mystère. Une fois monté, quand on appuyait sur les boutons pour le démarrer, on se disait « C'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» Pour commencer, on a écrit un programme pour lui faire jouer la chanson Décibel. 15 ans auparavant, des ingénieurs en informatique avaient réussi la même chose avec une machine de la taille d'une maison. Là, les hackers le font pour eux sur un ordinateur en kit fait maison. Dès cette première réunion, j'ai tellement accroché que tous les 15 jours, c'était le truc qui comptait le plus dans ma vie. Le garage devient rapidement trop petit pour le Homebrew Club. Le bidouillage informatique devient populaire. Quelqu'un se levait pour dire « J'ai ce problème-là. Quelqu'un sait comment le résoudre ?» Ou bien « Vous savez, ce problème dont on a parlé dans le club il y a 15 jours, j'ai trouvé une solution !» L'échange d'informations était absolument phénoménal. Je passais des séries de schémas à tous ceux du club qui en voulaient. J'ai fait des tonnes de photocopies parce que j'étais plutôt fier qu'ils puissent voir mon travail. Lee Felsenstein, qui est devenu le président du club, l'a consciemment défini comme un repère de hackers avec un partage total d'informations. Ça n'attirait pas les gens des classes sociales supérieures qui avaient réussi professionnellement, les hommes d'affaires ou les véritables ingénieurs. Le véritable ingénieur se serait heurté au sentiment de devoir décrocher la permission de faire ce que personne n'avait encore jamais fait. Nous, on était là parce qu'on savait qu'on n'avait pas besoin d'autorisation.
Les hackers se préparent à accomplir l'impossible, construire leurs propres ordinateurs. On était attiré par le fait qu'on pouvait enfin disposer d'une technologie informatique qu'on pouvait maîtriser. Chaque fois que quelqu'un a amené un ordinateur au club, immédiatement les gens se ruaient dessus pour le démonter pour voir comment ça marchait. Ils harcelaient le concepteur avec des tonnes de questions. Comment ça marche? Pourquoi cette broche est reliée à celle-là? C'est quoi comme type de bus? Poussés par leur fascination pour l'exploration de la technologie, les hackers ne s'intéressent pas vraiment à ce que peuvent réellement accomplir leurs ordinateurs. Personne n'avait de raison concrète de vouloir posséder un PC. Certains inventaient des prétextes, du style faire ses comptes, compiler des recettes de cuisine, gérer des appareils dans la maison. Mais personne ne faisait jamais ça. C'est la culpabilité liée aux fonctions. Est-ce qu'on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu peux faire avec ton train électrique ?» Non. On joue avec, on s'amuse. C'est marrant de regarder le mécanisme, d'expérimenter des trucs. Mais l'expérimentation a entraîné de réelles avancées. J'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé une petite combine plutôt futée. Si je prenais juste un bit de données et que j'effectuais un décalage circulaire, et si je réussissais à conserver un rythme régulier, l'affichage se ferait sous forme de couleurs sur un écran télé. Je suis convaincu que tous les éléments vraiment importants qu'on a aujourd'hui sur nos ordinateurs ont pour origine les hackers. Les membres du Homebrew Club font faire des choses incroyables aux ordinateurs. Ils leur font jouer de la musique, ils créent des jeux, des graphismes et des programmes de dessin. Au Homebrew Club, c'est l'apogée du bidouillage. Steve Wozniak travaille à sa création jour et nuit dans son garage, un ordinateur parfait. Je crois que Woz peut être considéré comme le plus grand hacker de tous les temps. Il pouvait concevoir le matériel, concevoir les logiciels à partir d'une feuille de papier et d'un crayon, et les faire fonctionner. Si quelqu'un regardait mes circuits, il commençait à se dire « Ce gars ne conçoit pas d'éléments simples comme on nous l'apprend. » Il voyait des choses que les autres ne voient pas et reliait des choses entre elles là où les autres ne pouvaient pas. Ce que j'aime chez les hackers, c'est qu'ils ont une façon différente, peut-être plus efficace, d'appréhender le monde pour faire ce genre de lien. Les hackers font des expériences avec tout le matériel ou les logiciels sur lesquels ils peuvent mettre la main, même si ce n'est pas à eux. Mais tout le monde n'a pas l'esprit partageur. En 1976, le Homebrew Club reçoit une lettre virulente d'un autre pionnier de l'informatique. Dans ce qui est devenu un moment clé de l'histoire de l'industrie informatique, Bill Gates a écrit une lettre exprimant sa colère aux membres du club. Ça voulait dire « J'ai travaillé là-dessus, vous ne pouvez pas le distribuer, ce n'est pas gratuit, ça représente du travail. » La lettre de Bill Gates présage des temps à venir. Les PC vont devenir une affaire florissante, comme le découvre Steve Wozniak. Ce qu'il a inventé dans son garage devient le premier ordinateur Apple. Quand il a inventé l'Apple I, il suffichait totalement d'inventer un produit. Il voulait juste un ordinateur qui fonctionnerait comme il le souhaitait, qui disposerait de toutes les particularités et toutes les caractéristiques conceptuelles qu'un amateur d'informatique aimerait avoir. Steve Jobs, son ami de fac, qui ne concevait ni matériel ni logiciel, lui a dit « Tu sais quoi ? On pourrait essayer de les vendre. » Et Woz a dit « Ouais, cool !» La nouvelle société de Wozniak et Jobs donne rapidement suite à l'Apple I, avec l'Apple II. L'ordinateur pour s'amuser de Woz devient le produit commercial le plus en vogue du moment. L'Apple II présente pour la première fois un ordinateur contenu dans un boîtier en plastique, comme une chaîne hi-fi ou un poste radio. On le ramène chez soi, on l'allume et ça marche. En assemblant les premiers Apple à la main dans la chambre de Woz, l'entreprise était risquée. Mais chez Apple, le bilan dit rapidement tout autre chose. Steve m'a appelé et m'a dit « Tu sais quoi ? J'ai une commande d'un montant de 30 000 €. On avait mis chacun quelques centaines d'euros en se demandant si on allait récupérer notre argent. Et il me dit qu'il a une commande à 30 000 €. Ça a tout chamboulé. 1982. Les ventes d'Apple rapportent déjà plus de 350 millions d'euros annuels. Mais le piratage et les affaires ne sont pas compatibles. Les jours du Homebrew Computer Club sont comptés.